Bon, je vous rappelle ici que Galilée a apporté énormément un grand édifice, un grand, une grosse pierre à l'édifice de la science, de la science, de l'étude des planètes, hein, de l'étude des planètes. Et bon, a apporté beaucoup de, voilà, de connaissances aux scientifiques euh, qui ont suivi par après euh, la grandiloquence des découvertes de Galilée. Alors je vous rappelle que Isaac Newton est né en Angleterre. Je vous ai fait voilà, une vidéo en grosse partie sur une partielle biographie de la vie de Isaac Newton. Je vous rappelle, si vous allez voir mes vidéos, vous allez voir. Mais bon, là on voit un portrait d'Isaac Newton âgé euh, de 86 ans. Euh, Sachez que bon, c'est au XVIIe siècle. C'était un monsieur du XVIIe siècle. Et ce monsieur, donc, apparemment, il est né le 25 décembre 1642. 42, je vais voir si c'est bien son âge, parce que c'est vrai que le site ici, 1689 moins 46. Ouais, c'est ça, 1642-43. Donc ça, c'est bien sa naissance, hein. On a bien sa naissance, 1642, et il est décédé le 20 mars. Donc il est né en hiver, et il est mort un jour avant la fin de l'hiver. C'est le 21 mars. 21 mars, c'est un des derniers jours d'hiver, puisque le 21 mars, c'est le printemps. À un jour de la fin de l'hiver, un jour du printemps, en fait, si vous voulez, il est mort en 1727. Parce qu'il avait quand même vécu de 1727 à 1642, ça fait 1727 moins 1642. Voilà, il a vécu 85 ans, bon, ce qui est très très, très bon âge. Très bon âge, 85 ans. Qui dit mieux? Mais il y a encore mieux, bien sûr, il y a 90 ans, 100 ans, ben voilà, là on voit encore beaucoup plus la vie, mais on se dégrade beaucoup plus aussi. Bon, ceci étant dit, je vais voir la première loi de Newton, hein, la première loi de Newton, euh, et que cette loi de Newton a été écrite dans un premier bouquin, un des bouquins qu'il a écrit, parce qu'il en a écrit plusieurs, qui est Principiae Mathematica Philosophia Naturalis. Vous le connaissez, puisque je l'ai déjà dicté plusieurs fois. Et qu'il faut savoir que Isaac Newton est né en Angleterre, donc l'année de la mort de Galilée. Il est né, il est né euh, l'année de la mort de Galilée. Il est né l'année où Galilée est mort. Et donc, il a été un des architectes de la mécanique classique. Et ces trois lois sur le mouvement furent présentées pour la première fois donc en 1686 dans le Principiae Mathematica Philosophiae Naturalis. Bon, il n'a pas trouvé que ça, hein, il a trouvé autre chose. Bon, mais en tout cas, euh, ça a aidé notamment beaucoup à voir la science d'une certaine façon euh, lors de sa découverte. Bon, ça a été vraiment, vraiment quelque chose de très, très important. Les bases de l'architecture, enfin de l'architecture de la création de la science moderne, on va dire science moderne. Qu'est-ce qui est moderne? Bon, mathématiques modernes, ça veut dire quoi mathématiques modernes? C'est moderne à une époque, mais ce ne l'est plus des années après. Mathématiques modernes, elles sont modernes quand elles sortent. Et puis après, bon, après elles ne sont plus modernes. La science moderne, qu'est-ce que c'est? Bon, elles étaient modernes quand elles sont sorties, mais on va plus appeler ça science moderne, alors que bon, ça date quand même de. Qu'est-ce que c'est que moderne? C'est ça, toute la définition du mot moderne. Bon, mais là n'est pas la question. Donc je vous montre ici. Vous aviez Isaac Newton. Il a établi les trois lois de la universelle du mouvement qui constituent en fait les principes de base de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des corps, théorie que l'on nomme aujourd'hui mécanique newtonienne ou encore mécanique classique.
Donc, c'est un mathématicien, physicien, philosophe, un alchimiste, un astronome et théologien anglais, puis britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la, euh, la mécanique classique pour sa théorie de la gravitation universelle et la création en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz du calcul infinitésimal, c'est-à-dire le calcul différentiel. En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation, sur laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope, à réflexion composée d'un miroir primaire concave appelé télescope de Newton. En mécanique, il a établi les trois lois universelles du moment, qui constituent en fait les principes à la base de la théorie, de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des corps, théorie que l'on nomme aujourd'hui mécanique newtonienne ou encore mécanique classique. Il est aussi connu pour la généralisation du théorème du binôme et l'invention dite de la méthode de Newton, permettant de trouver des approximations d'un zéro racine d'une fonction réelle d'une variable réelle. Newton a montré que les mouvements des objets sur Terre et des corps célestes sont gouvernés par les mêmes lois naturelles en se basant sur les lois de Kepler, sur le mouvement des planètes. Il développa la loi universelle de la gravitation. Son ouvrage Philosophia Naturalis Principia Mathematica, publié en 1687 ou 1686, je ne sais pas si c'est 1686 ou 87, je ne sais pas plus. Là, je ne sais pas si la date est bonne, bon, à un an près, mais bon, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, est considéré comme une œuvre majeure dans l'histoire des sciences. C'est dans celui-ci qu'il décrit la loi universelle de la gravitation, formule les trois lois universelles donc du mouvement et jette les bases de la mécanique classique. Il a aussi effectué des recherches dans les domaines de la théologie et l'alchimie. En fait, il a mis là-dedans la première loi de Newton, seconde loi de Newton, troisième loi de Newton, euh, dans Principiae Mathematica Philosophia Naturalis. Bon, auparavant, à l'époque de Galilée, les mathématiques signifiaient science aussi. Ils mettaient les sciences dans les mathématiques. La mathématique était constituée de sciences. Mathématiques modernes impliquaient, enfin, regroupaient les sciences dedans. Donc c'est pour ça qu'il a mis des lois physiques dans un Principia Mathematica Philosophia Naturalis. Il a tout mis là-dedans. Les mathématiques, vous voyez qu'il n'a pas appelé ça physique. Il a appelé ça Mathematicae Philosophiae Naturalis. Bon, Mathematica, parce que ça regroupe des principes physiques, et physique était regroupé dans les mathématiques. C'est ça qu'il y a. Alors, Philosophiae, parce que c'était un philosophe, il mettait ses philosophies dedans, mais et Naturalis, tout ce qui était naturel, voilà, ses recherches naturelles, mais il les mettait dedans. Donc il mettait pas mal de choses dans son. C'était un, on va dire, un premier livre qui regroupait pas mal de connaissances là-dedans. Notamment, ils appelaient ça pas ça physique, mais mathématiques. Les physiques, c'était des mathématiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça se passait comme ça avant. Bon, alors c'est un monsieur qui a grandi avec, bon, comme toute personne, avec des difficultés, bon, dans sa famille, des difficultés propres. Il était une personne tourmentée durant toute sa vie, euh, du fait d'une jeunesse qu'il a eue avec une venue au monde mouvementée voilà, des difficultés familiales avec ses parents. Voilà. Et il était un étudiant, très grand étudiant, quoiqu'au départ, bon, c'était pas le cas, mais puis par après, il est devenu un très grand étudiant pour une raison où il s'était disputé avec un ami. Il a voulu prouver qu'il était beaucoup plus fort que lui au niveau des études, et à partir de là, bon, tout a basculé dans sa vie. Et il est devenu aussi bien homme politique aussi, hein. Bon, et alors là, on a Optics, de ses écrits. Ça vient d'un ouvrage qui est Optics, publié en 1704. Et là, c'est des- voilà, il, il prouve que la lumière est décomposable en, en spectres de plusieurs couleurs, à l'aide d'un prisme. Mais c'est son prisme à lui. C'est un prisme à lui. Et là, ses écrits sont dans Optics, dans un bouquin qui est Optics. Voilà, ce bouquin, c'est Isaac Newton. 1696, il démissionne du collège de Cambridge. Il était fort tourmenté vis-à-vis des gens. Il était fort, on va dire. Voilà, je ne sais pas comment ce qu'on appelle le comportement, le caractère. Il était susceptible. Il était susceptible. Voilà. Donc voilà. Théorie scientifique.
Là, on voit Optics, c'est le bouquin Optics. Il semble qu'après avoir étudié l'ouvrage de Robert Hooke sur les couleurs, il ait rejeté ses résultats et se soit mis à élaborer une théorie différente. C'est en janvier 1666 qu'il fait ses premières expériences sur la lumière et sa décomposition. Au cours des années 1670 et 1672, Newton étudie la réfraction de la lumière et démontre qu'un prisme décompose la lumière blanche en un spectre de couleurs et qu'un objectif avec un deuxième prisme qu'on recompose le spectre multicolore en lumière blanche. Donc, il a décomposé, recomposé, si vous voulez. Voilà. Et ça, sa première édition date de 1704, alors que Principiae Mathematica Philosophiae Naturalis date de 1687 ou 1686. Celui-là, il date de 1704. Voilà, Optics date de 1704. Alors ça, c'est son télescope c'est son propre télescope. Alors, je rappelle aussi que Galilée avait fait son propre télescope. Hein. Mais voilà, il a construit un propre télescope qui provenait d'un jouet d'un Hollandais. Un Hollandais avait créé un petit jeu et Galilée avait copié ce petit jeu-là et l'avait modifié. Bon, il l'a amélioré, bien sûr. Il n'a pas fait du copier-coller, il a fait du copier-modifier-coller. Voilà. Et ça, c'est Isaac, ça, c'est le télescope d'Isaac Newton. Voilà. Et alors, ici, on a l'épisode de la pomme. C'est vers la fin de sa vie qu'aurait eu lieu l'épisode vraisemblablement légendaire de la pomme qui tombe de l'arbre sur sa tête, lui révélant les lois de la gravitation universelle. Comme quoi, bon, recevoir une pomme sur la tête peut faire réjaillir des idées. Pourquoi pas? C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'idées, en le secouant, on peut faire ressortir ses idées. Pourquoi pas? Bon, ça, c'est une petite voilà, une anecdote que je raconte là, mais bon, enfin bref, voilà. Histoire de la pomme, vous pouvez la lire, hein, tout est expliqué ici. Bon, et là, ça, c'est le Philosophiae Naturalis Principiae Mathematica. Alors, Principiae, je me demande s'il ne manque pas un E, parce qu'il a mis Philosophiae avec un E, Principia, je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis de E. Non, là, il n'y a pas de E. Philosophiae, ouais. Naturalis, Mathematica. Ouais, j'ai rien dit. C'est Philosophiae, c'est bon. Voilà, ben ça, ça a été édité en 1700, 1686 ou 1687, une des deux, je n'en sais pas plus. Voilà, et on appelle parfois cette dernière loi, ça c'est la loi de l'action et de la réaction. Là-dedans, il reprend le principe d'inertie, c'est ce que je vais expliquer ici, principe fondamental de la dynamique, principe des actions réciproques. On appelle parfois cette dernière loi la loi d'action-réaction, c'est la loi d'action réciproque, expression susceptible de prêter à confusion, voire des principes d'action réciproque. Voilà. Dans le langage courant, la mécanique est le domaine de tout ce qui produit ou transmet un mouvement, une force, une déformation, machine, moteur, véhicule, organe, engrenage, poulie, courroie vilebrequin, arbre de transmission, piston, etc. On parle ainsi de mécanique générale, de génie mécanique, de mécanique automobile, de sport mécanique, de mécanique navale, de mécanique céleste, de mécanique quantique, de résistance mécanique, de matériaux, etc. Aujourd'hui, les trois lois du mouvement, mises à mal par le développement de la thermodynamique du XIXe siècle, sont dépassées par la mécanique relativiste d'Einstein et le principe de la dualité onde-corpuscule. Cependant, le génie de la mécanique de Newton réside dans la simplification de ce qui a contribué au développement des recherches dans le domaine de la mécanique classique, où la masse s'identifie à la matière et on suppose une continuité parfaite. Et ça, c'est Isaac Newton. Voilà. 1789. Un portrait, c'était une sculpture d'Isaac Newton en 1789. Bon, je vais voir ici donc la première loi de Newton, parce que j'avais déjà parcouru tout ceci. La première loi de Newton, bon, tout d'abord, la première loi de Newton, il faut bien se dire qu'il est dans un environnement espace-temps. Là, dans un environnement, donc dans un espace-temps. L'environnement espace-temps est non vide, c'est-à-dire que il y a de la matière avec des grandeurs physiques qui sont présentes, des outils physiques tels qu'on appelle des grandeurs physiques, des forces, des ondes, etc. Il y a toutes sortes. Des grandeurs électriques, des grandeurs mécaniques, des grandeurs ondulatoires, etc. Donc on est bien dans un espace-temps et comment dire, on a dans cet espace-temps de la matière. Et cette matière, bon, on en forme des corps. Et ces corps
Quand une force agit sur un corps, le corps peut être soit mobile ou immobile. Mais le corps peut être immobile et redevenir mobile. Parce qu'une force est toute cause capable de mettre un corps en mouvement ou de le maintenir à l'état d'équilibre. Donc, une force est une cause capable de mettre un corps en mouvement ou de le maintenir en équilibre ou produire des déformations. Alors, il existe toute une panoplie de forces. Donc, la force est une cause et la conséquence est une déformation ou un changement d'état, de mouvement. On peut passer à l'état de repos ou de l'état de repos, on peut passer à l'état de mouvement. Alors, différentes forces que vous avez ici, force électrique, force de cisaillement, force de Lorentz, force de Laplace, force de Coriolis, force d'interaction, force de Kison, London, Van der Waals, force inductive, force ionique, force de frottement, force de marée, force du vent. Newton a étudié les forces de marée, je vous le dis tout de suite. Bon, voilà, force brownienne, force de cohésion, force d'adhésion, force de fixation, force de Huygens, force centrifuge, etc. Huygens avant, comment on appelle ça Newton. Huygens avant Newton. Galilée savant Newton. Donc Galilée a apporté beaucoup et Huygens a apporté la force centrifuge et notamment autre chose. Notamment quand on sait que la force centrifuge est mêlée, pour calculer les astres, est mêlée à la force d'attraction universelle. La force de gravitation universelle. Donc elles sont mêlées ensemble pour retrouver les masses des planètes. Les masses des planètes, voir des accélérations, voir des forces centrifuges, voir des forces centripètes. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que donc Newton travaille avec des grandeurs de force qui sont présentes dans l'espace et il y voit dans ces forces des interactions qu'il peut avoir à grande distance, courte distance, moyenne distance, tout comme les ondes. Les ondes peuvent être des ondes longues, des ondes courtes, des ondes longues. Donc les forces et ondes peuvent voilà, interagir à distance, à courte distance ou moyenne distance, ou voire des forces à l'échelle atomique, à un point tel que les forces de gravitation universelle à l'échelle atomique sont négligeables par rapport aux forces de Coulomb. Alors, donc lui va s'intéresser à ces notions de force qui animent, qui, qu'on- qu'on- qui sont présentes dans l'environnement, puisque les forces préexistent. Les forces préexistent parce on a la préexistence de champs de force. On a des champs de force, les forces préexistent. Les forces préexistent. Je vous ai cité toute une panoplie d'ensemble de forces préexistantes. Alors, qu'est-ce que c'est que la première loi de Newton? Eh bien, il va s'intéresser aux forces. Il va prendre, voilà, il faut pour ça un plan non pas incliné mais horizontal. Prendre un objet où il y a le moins de roulement, je pense enfin, il faut prendre un objet où il y a le moins de frottement, parce qu'on va le mettre en mouvement. Alors on va éliminer les frottements de plus en plus et on va se rendre compte que, vous allez voir ce qui va se passer. On va éliminer les forces de frottement, qui sont des forces de frottement de roulement. Alors pourquoi le roulement? Parce que le roulement, il y a moins de frottement que le glissement. Alors on va tenter de diminuer de plus en plus, grâce à un lubrifiant, ces frottements. Alors on va mettre en mouvement via une force. C'est une force qui va mettre en mouvement. C'est toute cause capable de mettre en mouvement un corps. Un corps. Donc changer l'état de repos d'un corps, c'est grâce à la force. Donc la force, on va ramener une cause qui va produire un effet qui est le changement du mouvement. Il va changer l'état de repos du corps ici, il va produire un mouvement. Donc c'est la force qui permet de faire ça. Jusqu'à présent, euh, Newton n'a rien trouvé. Mettre une force une force, il savait déjà à ce moment-là que les forces mettaient en mouvement ou arrêtaient les objets ou provoquaient des états d'équilibre. Jusqu'à présent, tout ceci, on sait bien à quoi servait la force. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a énoncé alors comme loi?
Vous aurez compris qu'il y a des forces antagonistes, hein. Dans ces forces, il y a des forces antagonistes qui sont les forces de frottement. Le tout, c'est de vaincre les forces de frottement. Et si ce sont des forces de frottement de roulement, parce que bon, le cours il roule, et donc on va mettre un lubrifiant pour éliminer de plus en plus les forces de frottement qui vont devenir de plus en plus petites. Et justement, c'est ça, c'est ça qu'il va regarder, comment il s'appelle, Monsieur Newton. Sir Newton, il s'appelait Sir Newton, parce qu'on l'appelait, c'est un monsieur, voilà, c'est un grand monsieur, scientifique et politicien en même temps. Voilà, si on lance un solide, si vous voulez, un corps solide, sur un plan horizontal, alors bien sûr, il faut un observateur. Qui n'est rien d'autre qu'un être humain, parce que bon, l'animal peut observer, mais il n'a pas les facultés, voilà, de conclusion qu'a l'être humain. Enfin, il a des facultés, il sait tirer des conclusions. Par exemple, une peur, bon, quand il voit un individu qui est dangereux, bon, sa conclusion, c'est qu'il est dangereux et qu'il va fuir. Bon, il a des instincts d'animaux, mais il a une certaine forme d'intelligence, bon, qui ne dépasse pas celle de l'être humain, si vous voulez. Donc, qui est l'observateur? L'animal peut être un observateur, bien sûr. Il peut scruter l'environnement, mais l'être humain a plus de facultés, bon, au niveau scientifique. Donc, lui, l'être humain, il va prendre, c'est l'observateur. Donc, on met un observateur, on observe que le solide finit par s'arrêter. Bien sûr, il finit par s'arrêter après avoir parcouru une certaine distance. Donc, on note la distance. Donc, l'observateur note. Hein. Bon, avec une plume et de l'encre, comme l'a fait Newton. Je suppose que ça, c'est Monsieur Newton. C'est lui l'observateur, avec une plume et un document, pour mettre dans ses écrits Principia Mathematica Philosophia Naturalis. Il faut bien qu'il prenne des notes. Il prend des notes. Donc il observe et il prend des notes. Bon, donc après, il va s'arrêter. Au fur et à mesure, il va essayer de mettre un lubrifiant. Voilà, ceci. Et il va se rendre compte que ça va de plus en plus loin. Plus il met un lubrifiant, plus il élimine ces forces de frottement qui deviennent de plus en plus petites, vous aurez compris, eh bien la distance s'allonge. Voilà. Ce qui veut dire que si on répète l'expérience en diminuant les forces de frottement existant entre le solide et le plan, au moyen d'un lubrifiant approprié, on constate que la vitesse diminue. On constate que la vitesse diminue. Moins vite, bien sûr elle diminue moins vite. La vitesse diminue moins vite, donc la vitesse diminue moins vite, mais que la distance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'allonge. La distance s'allonge. Elle s'arrête de plus en plus loin. Donc si elle diminue moins vite, elle va beaucoup. Là, elle a encore une vitesse un peu plus grande que précédemment, donc elle ira là. Puis, si on met encore un lubrifiant, ben, la vitesse est un peu plus grande arrivée ici, donc elle va s'arrêter là. Là, après, la vitesse sera un peu plus grande ici pour s'arrêter ici. Donc chaque fois la vitesse, si vous voulez, un peu plus grande, en mettant du lubrifiant bien sûr sur le sol, pour se dire qu'à un moment donné, si on faisait ça à l'infini, et lui il a compris les notions infinitésimales parce qu'il a travaillé avec Leibniz, il a compris ça. Hein. Il a compris les notions infinitésimales. Que s'il continuait de la sorte, ben, la vitesse tendait vers. Voilà, ne s'arrêterait jamais. Et que la distance ne s'arrêterait jamais. C'est une notion voilà, de limite. C'est une notion de limite. Il ne s'est pas posé de limite à ça. Enfin, oui, justement, il ne s'est pas posé de limite parce qu'il a fait tendre cette notion voilà, cette notion d'espace, il l'a grandi pour faire en sorte que D tende vers l'infini et que la vitesse ne s'arrête jamais.
La vitesse ne s'arrête jamais. Mais que cette vitesse aurait une tendance constante. Si il posait les jalons, que D serait une tendance infinie, ça voudrait dire que V aurait une vitesse constante. Il poserait ces jalons-là. Voilà. Donc, là maintenant, il a compris ça. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Eh bien, il en tire sa conclusion dans Principiae Mathematica Philosophia, Naturalis Philosophia. Qu'est-ce qu'il dit? Rien qu'avec ses observations, il dira la chose suivante, et c'est ça son énoncé. Il dira que il va sortir ce qu'on appelle la première loi de Newton. Au travers de son observation, il dira que tout corps, et il n'en fait pas exception, il ne fait aucune exception. Il dit que c'est valable pour tout corps. Tout corps conserve, c'est une loi conservative, conserve son état de repos ou de mouvement. S'il est au repos, il reste au repos, c'est ça que ça veut dire. S'il est en mouvement, mais il restera en mouvement. Et je dirais même plus, mouvement rectiligne uniforme. Donc il est en améru. Bien sûr, et vous l'aurez compris, si et seulement si aucune force n'agit sur lui. Bon, a-t-il triché? A-t-il triché pour énoncer ça? Alors comment aurait-il pu tricher? Mais il aurait pu tricher d'une certaine façon. Comment? S'il connaissait déjà cette loi-là, mais il peut tricher. Il peut se dire que si l'accélération égale 0, accélération égale 0, c'est un MRU. Hein. Accélération égale 0. Donc ça veut dire que F égale 0. F égale 0. L'accélération est nulle. La loi de l'accélération, c'est en MRU, l'accélération elle est nulle. Hein. Les trois lois de l'accélération, les lois de la... On a trois lois. En MRU, on a la loi de l'espace, la loi de la vitesse et la loi de l'accélération. Accélération égale 0 en MRU. V égale... enfin, ici, c'est plutôt la loi de la vitesse. Ouais. La vitesse est constante. Et x égale x0 plus vt. Alors, si maintenant il connaissait f égale ma, et c'est bien possible qu'il connaisse f égale ma, qu'est-ce qu'il va se dire? Ben, il va simplifier les choses par sa troisième loi. Il va induire une loi qui est dans la troisième loi. Je sais pas ce que je l'ai mis. Je cherche tout de suite. Voilà. Tout c'est pas ça.
Oui, c'est ça. F égale ma. Donc, s'il connaît F égale ma, c'est bien que F égale la masse fois l'accélération. Connaissant ceci, il se pose les jalons en disant que l'accélération est nulle. L'accélération est nulle, c'est un MRU. Donc, si l'accélération est nulle, la force est nulle. Alors, s'il y a l'absence de force, mais le corps est en MRU. Le corps est en MRU. Alors, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais l'état de repos, c'est un MRU spécial. Hein. L'état de repos, c'est juste que V égale 0. C'est un MRU spécial. C'est un mouvement rectiligne uniforme où la vitesse est nulle. C'est-à-dire, il n'y a pas de vitesse, on est au repos. C'est un état de repos. Donc, absence de vitesse, c'est un repos. Mais c'est un cas particulier, bon, de mouvement, parce que c'est un mouvement c'est un mouvement avec une vitesse nulle, c'est-à-dire l'absence de mouvement, c'est-à-dire un état de repos. Donc il y a deux cas de figure. Dans la vitesse, on aura soit V égale 0 ou V différent de 0. Et donc peut-être qu'il aurait triché. Il serait formé cette loi-là par cette entremise-là. Qui sait? Peut-être qu'il avait trouvé F égale ma déjà, il avait trouvé F égale ma et ça permet de conjecturer cette loi-là. Maintenant, il aurait peut-être fait une expérience, il aurait vu l'expérience. Est-ce que c'est basé sur des mathématiques ou c'est basé sur une expérience? Bon, ça, il faudrait lire son Principium Mathematica. S'il a pris des observations, il a fait ses calculs, il avait voilà, une réflexion infinitésimale dans son expérience, ou alors si il avait tout simplement trouvé que F était proportionnel à la masse et l'accélération, donc fatalement, là, il va tirer des conclusions directement en faisant la première loi, par rapport à la troisième loi. Parce que tout, on ne sait pas tout comment il a fait voilà, son cheminement. Hein. Enfin bref. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Et là, il va tirer, tout corps conserve son état de repos ou de mouvement si, bien sûr, si aucune force n'agit sur lui. Si aucune force n'agit sur lui. Voilà, et ça c'est la première loi de Newton. Alors je vais mettre si aucune force n'agit sur lui. Alors, ça veut dire que s'il est en mouvement rectiligne uniforme, il restera en mouvement rectiligne uniforme si aucune force n'agit sur lui. Mais s'il est au repos, il restera toujours éternellement au repos tant qu'il n'y a aucune force qui agit sur lui. Alors, il faut savoir que ça, c'est une loi universelle. C'est une loi universelle. Il l'a constaté et il l'a mis sous ses écrits. Il en a trouvé une relation qui est F égale ma. En finalité, troisième loi. Au travers de la troisième loi, il a trouvé une relation entre les forces et la masse et l'accélération. Il en a fait une troisième loi. Enfin, une deuxième loi. C'est parce que c'est la deuxième loi, c'est F égale ma. Alors, parce que la troisième, c'est la loi de l'action et de la réaction. Alors, il faut savoir que ça se passe dans l'espace, dans un espace-temps. Ça se passe dans un espace-temps. Alors, l'accélération est dépendante du... On peut avoir est une notion cinématique dépendante du temps. Hein. L'accélération est une notion cinématique dépendante du temps. Donc, on est bien dans un espace où la force existe et dans un temps où on aura voilà, des notions cinématiques d'accélération, de vitesse et d'espace. Donc, ce qui veut dire qui dit espace dit notion de repère. Donc, ça doit être applicable là, dans un repère qui n'est pas n'importe lequel. Il doit être applicable dans un repère, ce qu'on appelle un repère galiléen. Repère de Galilée.
ou repère d'inertie. Repère d'inertie. Bon, pourquoi repère d'inertie? Pourquoi retransformer le repère de Galilée en repère d'inertie? Galilée, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup une grosse pièce à l'édifice. Bon, on aurait pu appeler ça un repère de Galilée, un repère galiléen. Pourquoi repère d'inertie? Ben, c'est parce qu'en fait, par après, je verrai dans la deuxième loi de Newton, et encore là, il tire de F égale ma. Vous allez voir qu'il va tirer ça de F égale ma. Donc, quelque part, est-ce qu'avec le F égale ma, il n'a pas tout fait? Je ne sais pas. Je sais pas comment il a procédé pour trouver tout ça. Mais en tout cas, euh, jusqu'à présent, on ne peut pas parler d'inertie ici. Bon, voilà. Mais ça doit être valable dans un repère de Galilée, ou repère galiléen, ou repère système de référentiel galiléen, ou un référentiel d'inertie, ou système de référence galiléen. Bon, alors là, pourquoi l'inertie? Parce que le fait que le corps reste au repos, ou garde son mouvement rectiligne uniforme, en l'absence de force appliquée, correspond à une caractéristique propre de la matière. C'est une caractéristique propre de la matière qu'on appelle inertie. Et ça, je le verrai dans le principe d'inertie. Donc, c'est pour ça que le principe d'inertie, c'est la deuxième loi de Newton. Alors, bon, voilà, il a entremêlé, si vous voulez, les, les, les- les lois, avec une vue qu'on pourrait croire aussi que cette loi-là aurait pu être trichée. En faisant F égale ma, on la triche et on peut tirer cette loi-là. Maintenant, on parle de repère d'inertie, mais le principe d'inertie, voilà, c'est le deuxième principe. C'est le deuxième principe. Parce que pour expliquer le principe d'inertie, c'est pas par rapport à ça. C'est pas par rapport à ça. Là, c'est tout simplement, on va dire, la première loi dicte quelque chose. Elle dit tout court conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si aucune force n'agit sur lui. Point. Elle ne dit pas le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que justement la matière constitue, voilà, une propriété intrinsèque qui peut être dissociée en, en- en deux, on va dire en deux. Il y aura la masse d'inertie, la masse grave, en deux composantes. La masse peut être vue sous deux composantes, soit la masse d'inertie ou la masse grave. Donc, or, ce principe-là n'énonce pas des explications concernant la masse d'inertie ou masse grave. Elle énonce tout simplement le fait que tout corps conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si aucune force n'agit sur lui. Point. Pour parler d'inertie, il faut parler de F égale ma. Là, on peut commencer à comprendre qu'il y a l'existence d'une opposition au mouvement dans F égale ma. Mais bon, ici aussi, on l'entrevoit, mais c'est pour ça que je vous dis que elles sont liées. Allez, tirer des conclusions ici par rapport, alors qu'elle est définie dans la deuxième loi, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Ça voudrait dire que cette loi-là est reliée à la deuxième. Ça veut dire qu'il y a une liaison complète. Complète. Ça veut dire qu'il a tiré cette conclusion-là par rapport à F égale ma. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dissocier et de se dire, bon, la prendre telle qu'elle est là. Tout corps conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne, uniforme si aucune force n'agit sur lui, sans se mettre à l'esprit qu'il y a F égale ma qui est caché derrière. Voilà. Parce que si on fait F égale ma, là, on peut tout tirer de là. Hein. On peut tout tirer de là. On peut tirer de la deuxième loi, on peut tirer la première loi. Hein. Bon, alors tout ça pour vous dire quoi? De toute façon, je verrai la deuxième loi. Je vais expliquer correctement. Voilà, mais tout ça pour vous dire que c'est valable dans un repère galiléen. C'est-à-dire un repère galiléen, ou un repère d'inertie, ou un repère inertiel. C'est un repère pour lequel on a trois étoiles fixes. Enfin, rien n'est fixe dans l'espace, je vous le dis tout de suite. Hein. Faut pas aller croire qu'il y a quelque chose qui est fixe. Bon, mais c'est suffisamment éloigné pour dire que ça a une consistance de fixe. Une consistance de fixe. Ouais, consistance de fixe, c'est-à-dire que on est dans quelque chose qui pourrait avoir lieu toujours dans le toujours paraît toujours fixe, mais en fait l'univers, voilà, tout tourne dans l'univers, tout tourne. Donc rien n'est fixe, mais trois étoiles suffisamment éloignées sont considérées comme fixes. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui est fixe? Je sais pas. Il y a rien qui est fixe. Il y a rien qui est fixe, rien du tout. Tout tourne. Même les électrons, ils tournent.
Les électrons tournent toujours, hein. Même quand quelqu'un est mort, ses os contient des électrons, les électrons ils tournent. Voilà. Donc tout, tout est fonction euh, à tourner. Parce que les os c'est de la matière. Voilà, c'est de la matière et voilà. Tout tourne. Et dans l'univers tout tourne. Il n'y a rien y a rien y a rien qui est fixe. Rien qui est fixe. Voilà. Ça paraît fixe, mais rien qui est fixe. Bon, donc un repère galiléen, ce principe-là, tout conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne si aucune force n'agit sur lui, n'est valable que dans un repère dit galiléen, un repère, si vous voulez, euh, un repère d'inertie. Donc, et justement, ils l'ont appelé loi d'inertie, hein. La première loi de Newton, c'est la loi sur l'inertie, justement. Ils l'ont appelé comme ça. Bon, c'est la loi de l'inertie. Bon. Donc ça voudrait dire qu'en voyant ça, ça voudrait dire qu'on sait bien qu'il y a une masse inertielle qui est cachée derrière. Il y a une masse inertielle. Mais qu'est-ce qui permet de dire ça? Oui, normalement c'est la formule, hein. La formule F égale ma, c'est une formule, on la voit tout de suite avec la formule F égale ma. Bon, enfin, elles sont liées, hein. C'est vrai que c'est difficile de détacher l'une de l'autre. C'est pour ça que d'ailleurs ils l'ont appelé loi d'inertie. Bon, loi d'inertie, elle est liée, quelque part c'est lié à F égale ma. Bon, c'est ça que je vous dis, qu'est-ce qu'il a triché, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas. J'en sais pas plus. Tricher par rapport à la seconde loi, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il n'a pas fait la seconde loi et puis il a trouvé ça à partir de la seconde loi? C'est ça que je veux dire. Voilà. Ou alors aurait-il fait vraiment une expérience? Et là, en faisant l'expérience, il trouve qu'il y a un principe, effectivement, on va dire, de mise en difficulté des corps et de l'arrêt des corps. Donc là, il va définir, je n'en sais pas plus comment il a procédé. La procédure, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, celle qui est plus parlante, c'est F égale ma. Là, d'office, il y a tout qui va se décrire, hein. La masse grave, la masse d'inertie va se décrire directement dans F égale ma. Par, bien sûr, un petit laboratoire. Par une petite expérience, on va dire. Bon, ceci étant dit, eh bien, ceci, c'est applicable, bien sûr, dans un repère d'inertie. Alors, si je mets un repère spatial, voilà, deux repères spatiaux. Bon, c'est X, Y, Z, hein. Il y en a un qui est en MRU. Il y en a un que je vais l'appeler R1. Repère 1, c'est celui de gauche. Alors celui de gauche, que j'appelle repère 1, bien sûr avec... bon, c'est un repère direct, X, Y. Repère direct, ça veut dire que si vous faites tourner le X vers Y, vous avez le Z au-dessus. Voilà, on a Z. Là, je vais mettre de nouveau... Voilà, donc deux repères. Ils sont tous les deux galiléens, hein. Donc, ce que je vais faire, je vais dire que R1 est galiléen, et R2 est galiléen. Ces deux repères d'inertie, bon, voilà, et sont considérés comme galiléens. Donc, je vous rappelle que
3 étoiles fixes constituent un bon repère galiléen. Alors, vous allez me dire, mais de quoi dépend l'état de repos ou de mouvement? Qu'est-ce qui est en repos, qu'est-ce qui est en mouvement? En vérité, tout est en mouvement, je vous le dis tout de suite. Il n'y a rien qui est fixe. Tout est en mouvement dans l'espace. Bon, on considère que certaines choses sont fixes. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je prends la Terre, ben la Terre elle tourne, elle est en translation et rotation. Donc, elle bouge. Vous n'allez pas prendre la Terre comme système de référence, elle bouge elle-même. Donc c'est pas un système galiléen. Mais on considère, si on néglige la rotation, de dire que c'est un système galiléen, si on néglige sa rotation. Voilà. Alors supposons que j'ai un corps M, voilà. Bien sûr, il faut des observateurs pour ça, parce que bon, qu'est-ce que c'est le corps, il ne saura pas dire lui-même s'il est en mouvement ou pas. Hein. C'est un observateur qui dit qu'il est en mouvement. Hein. Un corps, ça ne part pas. Lui, il bouge et point la ligne. Voilà. Donc, supposons que je vais considérer que celui-ci est en MRU. Lui, il bouge. Lui, il bouge. Il est en MRU. Bon, il bouge, ça veut dire quoi? Bon, je vais vous le dire tout de suite. Hein, bon, il bouge. Je vais réduire de taille parce que c'est vrai qu'ici, il est un peu trop grand. Redimensionner. Je vais mettre en 60. Voilà. Il bouge, ça veut dire qu'il est en MRU. Là, il est comme ça. Et l'autre, il est fixe. Il est en MRU, donc il est galiléen. Hein. Il n'y a pas de problème, il est en MRU. S'il est en MRU, il n'a pas de problème, il est toujours galiléen. Pour autant qu'il soit en MRU. Mais l'autre, il est galiléen parce qu'il est au repos. Voilà. Alors si je mets un observateur, je vais mettre un observateur ici. Si l'observateur est dans le repère R1, il va voir la masse M au repos. Donc là, la masse M est au repos. Il est défini au repos. La masse M est au repos. Pour l'observateur 1. Voilà. Mais si je mets un observateur ici 2, ben, pour l'observateur 2, ben, le M est en mouvement. Donc vous voyez que qu'est-ce qui est en mouvement, qu'est-ce qui est au repos, ben, ça dépend du système de référence. Alors pourquoi M est en mouvement? Parce que le mouvement, on a R2 qui est en R1G est en mouvement. Regardez bien. Donc regardez bien, je vais faire bouger l'observateur 2. Voilà, il bouge. Donc qu'est-ce qu'il voit de M? Mais il voit de M qui bouge. Hein. L'observateur 2 voit M se rapproche. M se rapproche. Donc, qu'est-ce qui est en mouvement? Voilà. Bien que l'observateur 2 soit fixe dans le repère. Hein. Il est fixe dans le repère R1G. Il est fixe dans le repère R1G, mais comme le repère est en mouvement, mais il voit la masse en mouvement. Alors qu'est-ce qui est en mouvement? La masse ou le, le repère? Ben, l'observateur 2 est fixe dans le repère R1G. Il est fixe dans le repère R1G. Voilà. Mais comme il est fixe dans le repère R1G et que le repère est en mouvement, ben, il verra l'objet en mouvement. Donc, pour l'observateur 2, M est en mouvement. Est en mouvement. Pour l'observateur 2 qui se trouve dans le repère R1G. Par contre, M est au repos pour qui? Là, M est au repos. M est au repos pour l'observateur 1. Pour l'observateur 1. M est au repos pour l'observateur 1. D'un côté, M est en mouvement. D'un côté, M est en mouvement. Pour qui? M est en mouvement. Et d'un autre côté, M est au repos. Donc, qu'est-ce qu'un état de repos ou un état de mouvement? Ça reste à définir par rapport au référentiel.
C'est le référentiel qui dit, c'est voilà, le référentiel qui dit, euh, qui dictera voilà, l'état de repos de mouvement. Ça, c'est l'observateur 2. Alors, c'est bien les principes d'inertie, de parler de mouvement, de force, de mouvement, etc. etc. On peut parler de force, de mouvement. Enfin, qui dit force dit mettre en mouvement, on est d'accord, ou garder un état de repos. Voilà. Le principe d'inertie parle voilà, de mettre en mouvement par rapport à des forces, mais il faut savoir par rapport à quel référentiel. Parce que sinon, qu'est-ce qui est mouvement, qu'est-ce qui est repos, personne ne sait. Hein. Personne ne sait. Si vous n'avez pas défini déjà vos repères, vous ne savez pas dire s'il est en mouvement ou repos. Hein. Tout ça, c'est défini par rapport à des repères. Hein. Tout corps conserve son état de repos ou de mouvement. Qu'est-ce que c'est que le repos? Qu'est-ce que c'est que le mouvement rectiligne uniforme? Si aucune force n'agit sur lui, mais qu'est-ce que c'est que le repos? Qu'est-ce que c'est que le mouvement? Mais ça, c'est défini par rapport à un repère. Voilà. Parce que un corps peut être au repos dans un référentiel, oui, mais dans un autre référentiel, ben, un observateur, pour voir ce corps qui est au repos par rapport à un référentiel, il peut le voir en mouvement. Donc, qu'est-ce que c'est que le mouvement? Qu'est-ce que c'est que le repos? Ben, ça dépend du référentiel. Voilà, je vous remercie.